Voilà, ça y est, alors l'ADEL, non, on a pas ça d'abord. D'accord, alors d'abord ça c'est un petit schéma qui résume donc le circuit suivi d'électricité, avec donc le producteur est à gauche là, ensuite il y a donc le transport c'est RTE comme vient de le dire, dans les lignes de plus de 50 000 volts, 225 000, 400 000, ces grands pylônes, vous voyez là, que vous voyez sur la bourse dans la Paris là. Ensuite, et ça amène l'électricité donc jusqu'à un poste source. Le poste source c'est ça, voilà. Il y en a un à Férouge à côté de la Chapelle, à côté de Souillac, la Chapelle d'Audac, il y en a un à Mime, c'est ça. En principe, ça c'était bon parce que les communes, au point de vue TP, à l'époque, ça rapportait beaucoup d'Audac professionnel. Voilà. Et à partir de là, donc, c'est le réseau, donc, le réseau haute tension, c'est-à-dire, en gros, les pylônes moins hauts, mais avec 3 fils, vous voyez. Si un tombe, méfiez-vous, parce que ça pardonne pas. Et ça amène donc à des transformateurs. Et ces transformateurs, eh bien, à partir de là, c'est la distribution de la basse tension, donc soit par câble aérien, soit par câble donc souterrain. Et alors, jusqu'à présent, jusqu'à ces dernières années, ça allait toujours de la gauche vers la droite. C'est-à-dire qu'on partait toujours, donc, mais maintenant, depuis qu'il y a des énergies alternatives, qu'il y a par exemple le photovoltaïque ou qu'il y a l'éolien, eh bien, on injecte sur le réseau donc, de l'électricité en aval, c'est vrai, qui remonte, ensuite qui redescend. Donc, de là, la difficulté d'équilibrer, si vous voulez, quand il y a beaucoup d'énergie alternative, donc la production et la consommation d'électricité. Voilà. Petit rappel. Alors, on passe donc à l'AFDEL. Donc, alors, l'AFDEL, ça veut dire, c'est que vous allez au centre, vous voyez, vous reconnaissez le lot, vous connaissez Claude Pouget qui était un rugbyman, on reconnaîtra le ballon de rugby, parce que le lot, je dis souvent, quand tu es à Paris, comme ça, le lot, c'est un ballon de rugby posé sur la pointe, vous voyez là. Voilà. Et donc, c'est l'emblème de l'AFDEL, c'est la Fédération départementale d'énergie du Lot. Au début, c'était d'électricité, simplement. Mais comme le E, c'est le même d'énergie et d'électricité, on n'a pas eu à le changer, vous voyez. Et les couleurs ont été choisies, c'est du Sayor, c'est du rouge et du jaune, et on n'a pas mis de bleu. Quand on a créé le logo, on n'a pas mis de bleu parce qu'on ne voulait pas qu'on le confonde avec EDF, ERDF. Et donc, on est séparé d'EDF et d'ERDF. Alors, quelles sont les conséquences, donc, quelles sont les compétences de l'AFDEL? La première, c'est ici donc l'autorité organisatrice, c'est-à-dire que l'AFDEL, elle regroupe toutes les communes du Lot, 340 communes, que ce soit les communes urbaines qui étaient sous régime RDF ou les communes rurales, qui à l'époque étaient regroupées dans des syndicats intercommunaux d'électrification rurale. Ici, c'était Saint-Matré. Saint-Matré, voilà. Et ces syndicats ont été donc regroupés, ainsi que toutes les communes, dans la fédération qui a été créée en 1995. Et pourquoi il y a le terme patrimoine? Parce que les lignes électriques appartiennent aux communes. Et ces lignes, donc, elles ont été ensuite transférées à la fédération. Mais contrairement à France Télécom, où les lignes n'appartenaient pas aux communes, là, les lignes appartiennent aux communes. C'est important parce que, en cas de conflit un jour avec l'ERDF, c'est quand même les communes qui ont les lignes. Ensuite, en matière de contrôle, nous avons signé en 1995 un contrôle de concession avec EDF à l'époque, maintenant devenu RDF. Et ce contrôle de concession, c'est-à-dire qu'on a un cahier des charges et il y a des obligations de part et d'autre. Et chaque année, on fait venir une mission et on contrôle certaines actions de RDF sur le réseau. Il y a donc un rendu, si vous voulez, et on est à même de donner des pénalités. Donc on a un rôle, donc nous sommes l'organisme, là où... oui, on est le pouvoir concessionnaire et il est le concédant. Nous sommes le concédant. À ODE, c'est-à-dire... non, à ODE, c'est-à-dire... Autorité organisatrice de distribution d'électricité. Voilà, nous sommes donc le concédant et le concessionnaire. Alors ensuite, on fait des travaux. Des travaux, donc ça c'est le cœur du métier. C'est-à-dire on fait des travaux à la fois sur le renforcement donc, en moyenne tension, et ensuite à la fois sur la basse tension. Ce sont des travaux donc d'extension ou des travaux d'enfouissement. Oui, donc dans les bourgs, par exemple, on fait beaucoup de travaux d'enfouissement. Et également, on rajoute à ça des travaux d'éclairage public, on va en parler, et également des travaux donc, de France Télécom, puisque
ici, là, puisque, donc, en même temps qu'on enfouit, bien sûr, on enfouit le téléphone. On ne va pas laisser le téléphone qui n'est pas enfoui. Alors, également, une autre compétence, c'est l'environnement, c'est la maîtrise de la demande d'électricité et la production décentralisée de l'électricité. Alors là, nous avons signé un accord cadre avec l'État pour donc mener une politique de maîtrise de demande d'électricité, en particulier depuis que vous savez qu'il y a eu un projet de faire une ligne donc, qui venait de Golfech pour aller à Cahors, et ça n'avait pas été maintenu, et on a décidé l'ERDF a décidé de renforcer la ligne donc moyenne tension qui traverse le Lot, mais c'était lié à, on l'a un peu oublié depuis, à une politique de maîtrise de demande en électricité. Et ensuite donc des travaux donc maîtrise d'œuvre, d'ouvrage, maintenance en éclairage public, bon, on va y venir. Une compétence qu'on a prise, mais qu'on n'exerce pas beaucoup, c'est la compétence de gaz, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gaz, un peu dans l'autre, mais pas beaucoup moins que d'électricité. Et puis, on a également donc une compétence qu'on développe, c'est la communication et fibre optique. Avec le Conseil général, on a mis à mettre au point un schéma départemental d'aménagement du numérique, donc qui devrait déboucher sur l'extension du haut débit, donc je ne dis pas à tout le département, enfin une partie du département. Et puis il manque ici encore un rond, c'est parce qu'on n'a pas encore la compétence, mais on va la prendre dans le prochain conseil syndical 22. On développe un réseau de bornes électriques pour recharger les voitures électriques. On a un projet de faire 40 stations de recharge dans le département, de mailler le département, de façon à ce que les gens puissent prendre en 2 Cahors un véhicule électrique, monter à Soussairac, et puis redescendre en pouvoir recharger la voiture. Parce qu'actuellement, la fédération, on a une Zoé électrique, mais elle va bien quand on tourne autour de Cahors. Mais si le président, si le directeur il veut venir me voir à Martel, il vient me voir mais il ne reprend pas. Donc il faut bien la recharger. Voilà pourquoi donc, on a donc décidé de faire un réseau structurant, si vous voulez, en appelant d'autres partenaires financiers comme l'ADEME, le Conseil régional et le Conseil général, mais on va donc décider de mettre en place donc, ce circuit, donc ce réseau de bornes électriques. Et pour terminer rapidement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, on a des usagers. On est des clients, des usagers, donc plus de 123 000, vous voyez, l'autre, c'est quand même pas rien. Il y a donc ensuite 340 communes, nous faisons le plein, parce que tous les syndicats départementaux n'ont pas toujours les communes, surtout les plus grosses. Il y a ensuite 12 490 km de réseau, c'est-à-dire haute tension et basse tension, 6 700 postes de transformation, qui sont soit sur poteau, soit sur socle, sur pied. Alors, il y a les vieux postes cabines, vous savez, à l'époque d'EDF, qui étaient en fibrociment, en ciment. Alors, on les a presque tous démolis, mais on va quand même en garder un, parce que dans l'histoire de l'électricité, c'est bien d'avoir un qui est toujours là. On a 1092 installations de production photovoltaïque, de particuliers. Et puis, donc, on a 1,150 milliard de kilowattheures HMI. Voilà, rapidement, donc, on à la fédération, qui est très heureuse de participer à cette réunion. Et puis c'est ce soir, on a vu tout à l'heure, on fera un petit pot, parce que c'est toujours bien de finir, c'est une note optimiste. Et en attendant, il faut quand même travailler. Alors je vais donc faire travailler je ne sais pas qui maintenant. Thierry, voilà. Bonsoir à tous. Alors moi je voudrais tout d'abord me réjouir de la présence de l'ensemble des acteurs et usagers du réseau d'éclairage public ici dans la salle. On a à la fois toutes les personnes qui circulent autour des réseaux d'éclairage public, je vois tous les maîtres d'ouvrage, les élus locaux sont venus en puissance, je vois aussi les entreprises de travaux qui posent l'ensemble de ces réseaux, je vois aussi des entreprises de fabrication de matériel, des entreprises qui font aussi du relevé d'inventaire ou de patrimoine. Je crois qu'aujourd'hui, on a autour de cette salle l'ensemble des intervenants et usagers de ces réseaux. Alors pour le compte de la Fédération d'électricité et d'énergie, effectivement, l'éclairage public est un enjeu important et même déterminant pour l'avenir. Pourquoi ? Parce qu'il s'inscrit à la fois dans une demande de plus en plus forte des collectivités, mais il s'inscrit aussi dans le cadre d'une évolution des normes et des contraintes qui sont liées à l'usage et à l'installation de ces réseaux.
Alors pour repréciser très rapidement pourquoi on a, depuis qu'on a trouvé la lumière, la bougie et le gaz, mis en place des réseaux d'éclairage public, ben la première des raisons, c'est de pouvoir prolonger les activités diurnes et puis sécuriser l'espace public. Alors à la fois les espaces de circulation, mais aussi de pouvoir identifier les piétons et donc de pouvoir les protéger. Ensuite, c'est la valorisation des monuments par la lumière. Vous aurez un bel exemple tout à l'heure en sortant de la salle, vous regarderez l'église de Douel, sur lequel un travail important et assez remarquable a été fait, tout éclairé quasiment par de la LED, donc vous pourrez voir un petit peu cet exemple-là. Et puis on est dans un département où il y a énormément de patrimoine rural à mettre en valeur. Et effectivement, la lumière participe de ce paysage nocturne que l'on peut créer pour pouvoir avoir une attractivité touristique. Et puis le dernier point, c'est la participation à l'attractivité économique. On installe de l'éclairage public dans les centres urbains aussi pour avoir, par cet intermédiaire, une activité économique et surtout un rôle social. Puisqu'on peut, par le biais de cet éclairage, avoir un côté animatif assez intéressant et valorisant. Alors la fédération travaille dans le domaine de l'éclairage public depuis 2001, je crois. Les premières dispositions ont été mises en place à ce moment-là, et au départ uniquement dans le domaine des investissements liés aux dissimulations de réseaux électriques. Il faut dire qu'à cette époque-là, la plupart des rénovations d'éclairage public se faisaient essentiellement dans ce cadre-là. L'objectif de la fédération, après avoir été sollicité maintes fois par les collectivités et puis par l'air du temps, a voulu mettre à disposition cette expérience qu'elle a du point de vue à la fois administratif, technique, et puis aussi pouvoir proposer une aide financière pour pouvoir aider les collectivités justement à mener leurs actions de rénovation. Ensuite, le deuxième objectif était de gérer la transition technologique liée aux nouvelles réglementations. Effectivement, la technologie évolue, on va le voir tout à l'heure. On est en train de vivre, dans le domaine de l'éclairage public, un petit peu la même révolution que vous avez vécue dans l'éclairage de vos habitations et de vos salons il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire que la lampe à incandescence que vous aviez l'habitude de trouver dans votre magasin de bricolage, aujourd'hui, vous ne la trouvez plus, mais vous trouvez des sources qui sont plus efficaces, qui sont plus abouties. Dans le domaine de l'éclairage public, c'est exactement la même chose. Mais le constat économique n'est pas du tout le même, on le verra tout à l'heure. Ensuite, donc, apporter une meilleure sécurité aux usagers, assurer une pérennité des installations, ça passe, on l'a abordé tout à l'heure, par des options de maintenance à mettre en place. Et puis, bien sûr, intégrer les questions environnementales, on y reviendra tout à l'heure. Vous connaissez tous le triangle noir qui se trouve au centre du département. On a beaucoup relayé par les textes du Grenelle et puis par une sensibilisation du public. Aujourd'hui, les problèmes de pollution lumineuse et de pollution du ciel nocturne. Et donc, la fédération, dans toutes ses études et dans le travail qu'elle réalise, se focalise essentiellement sur la portée à prendre sur ces éléments. Vous avez, très rapidement, je ne rentrerai pas dans les détails, on pourra l'évoquer éventuellement plus tard, une étude qui a été réalisée sur 84 communes pour lesquelles on a pu réaliser un inventaire détaillé de leur patrimoine d'éclairage public. Ce qui est important de retenir, c'est que la plupart des luminaires sont utilisés pour de l'éclairage routier. Ensuite, on a de l'éclairage d'ambiance, évidemment de l'éclairage d'illumination, et puis pour finir, du balisage, mais qui est vraiment dans des proportions beaucoup plus faibles. Ce qui est important de retenir ce soir, c'est ce slide.
Dans le recensement, on a regardé quel est le type de source qui est utilisé aujourd'hui dans ces communes. Sans rentrer dans le détail, je vais simplement préciser qu'il y a des sources aujourd'hui qui sont énergétiquement très consommatrices et qu'il va falloir bannir. Ces sources-là, ce sont des sources fluorescentes, ce sont des sources ballons fluorescents et vapeur de mercure. Ces sources-là, aujourd'hui, représentent 35% du parc. Et ce sont les sources qu'il va falloir remplacer. Aujourd'hui, ces sources sont installées dans des luminaires qui sont souvent, on va dire, des vieilles casseroles. Et au-delà de remplacer la source, il faudra vraisemblablement remplacer les luminaires. Le constat sur les armoires de commande est aussi important, parce qu'à la fois, effectivement, il faut faire de l'efficacité énergétique sur l'éclairage public, mais il faut aussi réaliser des mises en sécurité. Et aujourd'hui, vous le voyez, deux tiers des armoires d'éclairage aujourd'hui ne sont pas conformes à la réglementation. Là, au-delà de les mettre en conformité, il faut au moins pouvoir les mettre en sécurité. Alors, je ne vais pas détailler tout ce qu'a fait la commune de Douel, mais il y a un travail qui a déjà été réalisé dans ce sens-là. Ce slide, je vais le passer très rapidement parce que ça a été évoqué déjà par Julien sur la part de la consommation électrique sur l'éclairage public. Je vais passer. Pour détailler ce qui est aujourd'hui proposé aux collectivités pour l'amélioration de l'éclairage public. La fédération, le président l'a dit, a inscrit dans ses statuts une nouvelle compétence qui est la compétence éclairage public et qui porte à la fois sur les investissements et sur le fonctionnement. Ça veut dire que les services de la fédération vont porter, pour les communes qui le souhaitent, à la fois les investissements qui concernent les travaux de renouvellement ou d'extension, mais aussi, et c'est ce qui nous importe ce soir, les programmes exceptionnels de mise aux normes de coffrets et de bannissement de sources lumineuses non efficaces, ce qu'on a vu, et les luminaires type boule. Vous en avez tous en tête, vous savez, ces luminaires qu'on a souvent dans les lotissements. Il faut savoir qu'on récupère à peu près 35% du flux lumineux, tout le reste ça part dans la nature et ça éclaire pas ce qu'on voudrait. Ça éclaire le salon, ça éclaire le ciel, mais ça éclaire pas la route. Et ensuite, donc, ce qui est nouveau, un très gros programme de maintenance qui porte à la fois sur la maintenance curative et la maintenance préventive. C'est-à-dire, maintenance curative, le dépannage, et la maintenance préventive, c'est l'anticipation du dépannage. Ça veut dire garder une qualité de service sur l'éclairage public pour à la fois conserver l'efficacité lumineuse, parce que l'éclairage il est là quand même au départ pour éclairer convenablement, mais avec une consommation qui est tout à fait encadrée. Et donc enfin l'exploitation, toute la gestion du patrimoine, parce que on s'est rendu compte que beaucoup de collectivités aujourd'hui ont une méconnaissance du patrimoine d'éclairage public. Et avant de pouvoir réaliser des actions, il faut au préalable identifier l'ensemble des composantes de ce réseau. Alors qu'est-ce que ça veut dire avoir un bon éclairage public? Je vais être très basique, très synthétique, mais souvent il faut revenir à l'essentiel pour pouvoir ensuite apporter les bonnes solutions. C'est trouver ce que dirait l'ADEME un éclairage juste. L'éclairage juste, c'est quoi? C'est déjà de ne pas éclairer vers le ciel. Ça semble une évidence, mais quand vous vous baladez dans les rues, vous verrez le nombre de luminaires qui ne sont pas équipés de réflecteurs, qui ne renvoient pas le flux vers la route, et qui, pour le coup, éclairent le ciel et pas ce qu'on souhaite éclairer. Ensuite, ne pas éclairer à l'horizontale. C'est l'éclairage dans les salons dont je parlais tout à l'heure. C'est l'éclairage intrusif. Et ensuite, ça passe par l'utilisation de lampes efficaces. Je pense que dans la soirée on parlera des sources LED qui s'annoncent un petit peu comme une véritable révolution dans le domaine de l'éclairage public.
et aussi avoir des lampes qui apportent la bonne quantité de lumière. Ça ne sert à rien de suréclairer. Éclairer au bon moment, ça passe par des déclencheurs, enclencheurs qui sont fiables et qui vont pouvoir mettre en service l'éclairage public au bon moment, et puis utiliser des appareils économes et intelligents. Il y a un point qui n'est pas relayé ici, je me rends compte ce soir, et qui est aussi déterminant, c'est évidemment la mise en place du programme de maintenance, parce que tout passe par là. Donc très rapidement, vous voyez en tête l'installation de l'antenne performante avec une étanchéité qui permet de ne pas éclairer des moustiques qui seraient coincés à l'intérieur de la vasque ou de la buée, et un réflecteur routier qui rabat le flux vers la route. La mise en place de systèmes de commande ou de gestion de lampes efficaces, l'utilisation de lampes efficaces, on l'a vu tout à l'heure, on en a parlé, la mise en place de programmation horaire précise, l'installation d'appareils de gradation d'éclairage et puis la mise en place d'un programme de maintenance. Ici vous voyez, je l'ai abordé, donc je vais passer, c'est les sources qui sont à bannir très rapidement. Simplement, vous voyez, lampe à vapeur de mercure, bannissement à partir de septembre 2015. Sur la fluorescence, ça existe déjà plus depuis normalement 2012. Maintenant, les entreprises qui vous font le dépannage ont fait généralement un peu de stock pour pouvoir quand même vous dépanner, et les lampes qui sont comme ça ne lâchent pas toujours. Ça permet de garder un peu de temps pour pouvoir intervenir sur les problèmes de renouvellement. Ça, je vais passer, on pourrait y revenir éventuellement, c'est la composante, c'est les détails de la visite annuelle qu'on propose de faire. Et ça, je vais passer aussi pour venir ici sur un slide un petit peu synthétique. Vous voyez les euros qui s'envolent depuis ces luminaires. Vous voyez la pollution lumineuse qu'on a autour. Voilà, aujourd'hui, le sujet il est là. Hein. Il faut à la fois faire des économies budgétaires pour que les collectivités puissent continuer à entretenir, à fiabiliser le réseau, et puis il faut arrêter d'intervenir et de dégrader le biotope, le ciel nocturne, en mettant en place des installations qui sont respectueuses de l'environnement. Et c'est effectivement par les différentes actions que vous voyez affichées sur leur côté que la Fédération propose d'intervenir dans ce domaine de l'éclairage public. Je vous remercie.